Donc, bon, on va poursuivre l'après-midi. Merci d'être de retour à l'heure. On va débuter avec un survol relativement bref sur le séminaire de la journée. Donc, on va se ramener un peu à l'échéancier et le travail que nous faisons aujourd'hui et la raison qui nous rassemble. Je vais faire ça rapidement. Je vais tenter de le faire rapidement pour du moins. Merci beaucoup. Je voudrais vraiment souligner les efforts de Susan que j'ai mentionné précédemment, qui fait partie du comité de planification. On avait le privilège de mettre en place ce séminaire. On a eu l'occasion de le faire il n'y a pas longtemps, de l'organiser, donc on a dû se rassembler rapidement et faire des réflexions pour présenter un programme qui est intéressant pour les différents praticiens. Et on a réussi de le faire. Donc, le survol du séminaire, c'est de développer l'expérience et l'information sur l'innovation et les efforts de plaidoyer en clinique pratique. Donc, la présentation de Terry sur l'expérience et tout ce qu'elle a pu nous apprendre en rapport à son expérience. Elle a partagé aussi ses expériences en innovation et en clinique pratique que Marnie nous a apporté. Elle nous a présenté beaucoup d'outils utiles. Donc, nous souhaitons qu'à la fin de ce séminaire, que vous, les participants, serez en mesure de vraiment apprécier les histoires et les leçons concernant les pratiques psychosociales en soins palliatifs et de mieux comprendre les besoins du soin palliatif et d'examiner des approches interdisciplinaires et de faire une réflexion sur l'engagement dans les communautés, la famille. Donc, nous sommes très ambitieux dans nos objectifs et nous souhaitons pouvoir poursuivre nos efforts pour le prochain congrès en 2024. Nous apprécions énormément votre rétroaction à l'égard de votre expérience et donc partagez avec nous ce que vous souhaiterez voir dans l'avenir. Ceci demeure très utile pour nous. Et si vous voulez communiquer avec nous, s'il vous plaît, ne gênez-vous pas. Nous sommes très ouverts à votre rétroaction, vos commentaires et nous l'apprécions. Et je vais donc passer la parole à Patrick. Maxime Ratner, une spécialiste en psychosocial dans les unités de soins palliatifs. Elle écrit, elle publie, elle fait des formations et fait des travails de plaidoyer en prestation de soins. Et nous sommes très heureux qu'elle soit parmi nous aujourd'hui. Elle est très collaborative, elle est très flexible avec son horaire et elle est vraiment une bonne joueuse d'équipe. Donc, merci beaucoup à tous vos efforts pour vous présenter ici avec nous. Donc, bonjour, un bonjour chaleureux à tout le monde. Comme Patrick a bien mentionné, je suis Maxime, je suis elle et je suis privilégié d'être parmi vous aujourd'hui. Je vais exprimer ma reconnaissance à Zelda, Patrick et Susan Blocker qui ne pouvaient pas être présentes pour m'avoir invité d'être parmi vous, pour être parmi vous aujourd'hui, pour que je puisse parler de mon sujet de choix, c'est la souffrance non physique. J'aime beaucoup cette conférence, c'est la troisième fois que j'y participe. Je pense que c'est une conférence qui rejoint l'esprit et le cerveau. Je serai parmi vous pour un petit moment, mais je suis très heureuse d'être ici. Donc aujourd'hui, c'est mon privilège. Est-ce que vous pouvez projeter les diapos? Ah, c'est moi qui dois organiser. Voilà. Je vais donc poursuivre.
Ah, je ne les vois pas. J'ai présenté les diapos à Charlotte, elle devait les avoir en sa possession. Parfait, les voilà. Donc le sujet aujourd'hui, j'apprécie beaucoup, c'est mon préféré et je vais vous expliquer le pourquoi. J'espère fournir des conseils et des outils pour appuyer votre pratique psychosociale, peu importe le rôle que vous occupez. J'ai aucun conflit d'intérêt à déclarer. Donc voici les objectifs d'apprentissage que vous pouvez voir. Je souhaite que vous serez en capable de décrire 5 sources de souffrance non physique des patients, de aussi explorer et mieux comprendre la douleur non physique et de aussi décrire les différentes barrières pour les praticiens à bien comprendre les souffrances non physiques des patients. Pourquoi est-ce que je fais autant de recherches au niveau en matière de souffrance non physique? Pour moi, j'ai commencé il y a maintenant 10 années, 10 ans, lorsque j'étais une travailleuse sociale en soins palliatifs. Je trouvais que j'avais de la misère à rejoindre les objectifs pour le soulagement de la souffrance non physique à l'intérieur de mon travail. J'avais de la misère à faire ceci. Ce que je savais au tout début de ma carrière, c'est que je devais aider le soulagement, je devais participer au soulagement de la souffrance, et c'est la définition carrément du soin palliatif, comme vous pouvez voir ici sur cette diapo. Donc, levez la main, ceux d'entre vous que vous, où vous pensez que le soulagement de la souffrance fait partie de vos responsabilités. Moi aussi, je trouve que c'est ma responsabilité de faire ceci. Donc, je trouvais que mon mandat de prévenir le soulagement de la souffrance et de la douleur n'était pas toujours possible. Voici une image d'un centre palliatif que j'ai travaillé, où j'ai travaillé pendant 10 années à Toronto. Vous pouvez voir la chaise du côté droit. C'est là, à cet endroit, j'étais assise dans une chaise qui ressemblait à ceci, où j'ai appris de comment mieux comprendre la douleur non physique. J'ai appris mes leçons à travers les différents passés et les familles. Et j'ai finalement vécu euh, une opposition entre ce que j'ai appris et ce que je voyais vivre devant moi. Et c'est ici, c'est à cet endroit que j'ai trouvé une occasion de grandir personnel, où j'ai pu démystifier et modifier certaines idées préconçues dans le milieu. Donc, s'il y a des moments positifs que tu peux vivre, et il y en aura toujours, souvent ces expériences sont côte à côte des réalités difficiles du fait qu'on doit parfois mettre de côté certains gens dans notre vie. Exemple, une des premières fois que je me suis rendu compte que c'est la souffrance non physique que je rencontrais avec une patiente, c'était avec un père dans sa début cinquantaine. Celui-ci avait 3 enfants aux âges des jeunes ados. Donc l'époux de celui-ci avait pris un arrêt de travail et une de ses filles a- avait arrêté son université. Malgré qu'il ne voulait pas mourir, il ne voulait pas continuer de vivre pour trop longtemps parce qu'il ne voulait pas interrompre la vie de sa famille.
Et peu importe l'approche que je prenais pour le soulager, il ne voulait pas partager ses inquiétudes avec son époux, malgré que je savais que son un époux l'aurait rassuré en lui disant que c'était pas un problème pour lui. Et éventuellement, il ne voulait pas parler de cette préoccupation qu'il avait. Et je savais que malgré les rires qu'il partageait avec sa famille, qu'il réfléchissait à ses pensées toute seule par lui-même. Donc, je vous invite à réfléchir à quel moment avez-vous rencontré une souffrance non physique à l'intérieur de votre travail? Quels patients ou membres de famille ou membres élargis vous ont aidé à mieux comprendre la souffrance non physique? Et je vais revenir à ce sujet un peu plus tard. Donc, lorsque j'ai abordé ce sujet dans la littérature, et j'ai fait une petite étude qualitative il y a 5 ans, un peu un survol, et pour discuter de la souffrance non physique avec les praticiens. Et ce qu'on m'a dit, c'est que souvent, c'est l'aspect le plus difficile de notre travail, parce qu'on se sent souvent non habilé et inadéquat pour gérer de telles situations. Souvent, on trouve qu'il nous manque un appui institutionnel à l'égard de à l'égard de la souffrance non physique. Depuis plusieurs années, sur un temps partiel, j'ai effectué un doctorat et j'ai beaucoup étudié la littérature sur la souffrance psychologique et il présente souvent la souffrance non physique sur une échelle binaire. Certains des gens peuvent transcender le survence et d'autres ont peut-être besoin des sédatifs ou une mort assistée, malgré que tous ces objectifs, toutes ces possibilités sont possibles, malgré ce que j'ai rencontré en général, se trouvait entre ce spectrum. C'était souvent entre le sédatif ou la transcendance de la douleur que je devrais me retrouver. Et, et la souffrance non physique, les souffrances non physiques que j'ai rencontrées se trouvaient vraiment dans ce spectrum. Et je ne voyais pas finalement mon expérience reflétée dans la littérature et ceci venait informer mon sentiment d'isolation en tant que praticienne. Donc, je me rends compte que depuis les dernières années où je me concentre sur la souffrance non physique, je me rends compte que finalement, la lutte à moi est une lutte collective que tout le monde entre nous connaisse. Et c'est pourquoi je m'efforce à travailler dans ce domaine. Donc, je n'étais pas certaine, je n'étais pas consciente de la salle. Donc, dites-moi quels mots qui viennent à votre esprit lorsque vous réfléchissez, vous pensez à la souffrance non physique, la détresse, la tristesse, la peur, l'existentialisme, l'angoisse, se sentir sans pouvoir. Je pense que vous connaissez bien la souffrance finalement. L'anxiété aussi revient souvent. Y a-t-il autre chose que j'ai manqué peut-être? Y a-t-il autre chose qui vous vient à l'esprit? Le traumatisme, l'impuissance. Donc vous comprenez bien le sujet. Lorsque j'ai posé cette question à mes participants de recherche, et voilà ce qu'ils ont partagé avec moi. Ils ont de se sentir comme un fardeau, euh, la culpabilité, la non-acceptation de la mort, l'anxiété par rapport à la mort, l'anxiété par rapport aux finances, l'isolement, etc. Et lorsque j'ai posé cette question pour mon doctorat, lorsque je pensais aux différents praticiens, les médecins, les thérapeutes, les travailleurs sociaux, etc., j'ai une source de non physique clé que les patients ont articulée. Souvent, les patients ne veulent pas mourir. Que t'es- Ne pas vouloir mourir, selon moi, c'est pas souvent informé par la peur de mourir, mais c'est aussi par
c'est souligné par un deuil profond. Donc, je vais vous considérer un type de souffrance non physique dans votre propre pratique et sachez qu'il peut y avoir beaucoup de chevauchements entre ces types de souffrances. Ça peut être émotif, psychologique, social, spirituel ou existentiel de nature. Il peut y avoir beaucoup de chevauchements entre ces souffrances. Donc, la souffrance non physique est un concept non clinique, une souffrance non physique qui nous permet de le définir dans un environnement clinique. Donc, je suggère que la souffrance non physique est différente à une douleur entière. C'est une manifestation. Souvent, il y a des douleurs physiques qui sont des manifestations de douleurs non physiques. Et nous savons, grâce à la recherche, que les patients créent une distinction entre euh, la souffrance physique et non physique et les lient souvent à des sources de souffrance physique. Voici une étude, elle date de 10 ans. Donc ici, des patients en fin de vie avaient des pronostics de moins de 6 mois de vie et parmi les patients qui ont été euh, approchés, une 50% avaient des souffrances psychologiques et existentielles et l'autre 50% était physique. Donc, non seulement que les patients créent des distinctions entre les types de souffrances, mais on formule ces distinctions dans notre pratique. Par exemple, ma recherche démontre que nous avons de la difficulté avec la souffrance non physique. On la trouve plus difficile à identifier. On n'est souvent pas bien outillé pour bien répondre à celle-ci. On ne sait pas quoi faire pour la souffrance non physique. Et ce sentiment d'impuissance et ce sentiment d'être inadéquat reflète bien la situation. Souvent, on a des débats sur les sédatifs au milieu palliatif et un débat si on devrait l'utiliser pour la souffrance non physique. Donc, je pense c'est important pour nous de considérer, de bien créer les nuances entre les types de souffrance. Donc, Donc, j'étais pas certaine le nombre de participants qu'il allait y avoir aujourd'hui. Et je pense qu'on pourrait prendre un certain temps de discuter entre nous, en petits groupes ou une personne, comme vous voulez. Mais j'aimerais ça créer un espace qui permettrait une discussion pour les gens ici, pour vous permettre de vous donner l'occasion de vraiment articuler verbalement à quelqu'un que vous ne connaissez pas, ou peut-être un collègue, ou si vous préférez de parler avec quelqu'un que vous ne connaissez pas, sentez-vous à l'aise, mais décrivez une expérience que vous avez vécue, où vous avez vécu la souffrance non physique à l'intérieur de votre travail et partagez comment vous avez vécu cela. Et je suggère que vous le faites, non pas comme conversation, pas comme une forme de conversation, mais je pense que vous devez juste faire une déclaration de votre propre expérience sans avoir à vous justifier ou attendre une affirmation de l'autre. Donc, puis faites un partage et vous, l'autre écoute. Ensuite, l'autre partage et l'autre écoute. Donc, si on fait ce type d'activité, j'aimerais ça prendre un petit moment pour discuter, à savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour cultiver un espace sécuritaire entre nous. Donc, la confidentialité. Donc, si vous allez partager des informations à un étranger, quelles seront vos attentes? Parce que je pense qu'on n'a pas souvent l'occasion d'avoir cette discussion. Alors, qu'est-ce que vous avez besoin? Quel type de garantie avez-vous besoin pour que vous puissiez sentir à l'aise de vivre cette expérience? On veut ne pas se sentir jugé. On veut que quelqu'un nous écoute sans jugement. Une autre chose que je suggère, c'est vraiment
de bien pratiquer l'écoute profonde, c'est-à-dire on écoute sans avoir à répondre. Y a-t-il autre chose que les gens ont besoin autre que la confidentialité, l'écoute profonde? Il faut sentir un sentiment de confiance. L'interprète n'entend pas la question. On a encore plus de temps pour cette séance. Donc, j'aime bien ce que vous avez dit. On l'ajoutera aussi. Donc, soyez à l'aise de vous présenter à l'un à l'autre. Je ne veux pas être sévère face à cette activité, mais je pense que il y a souvent quelque chose de profond de pouvoir partager une expérience sans avoir une rétroaction par après. OK, essayez de pas mettre trop de détails dramatiques. C'est donc d'être conscient finalement par rapport à ce que nous partageons. Je pense que c'est pas nécessaire de vraiment peut-être aller en détail. C'est une option qui s'offre à vous. Mais une chose qui nous arrive pas à vraiment discuter en temps normal, c'est le point 2. C'est quelle est votre expérience finalement? Comment vous avez vécu cette expérience? Donc, est-ce que vous êtes à l'aise de trouver des partenaires ou est-ce que juste vous... Je vous invite finalement de prendre le temps dans les 10 prochaines minutes pour donner la chance à tout le monde de pouvoir répondre à ces questions. Et vous n'êtes pas obligé de participer, bien sûr. Avez-vous des questions par rapport à cette activité? Êtes-vous à l'aise? Est-ce que vous trouvez ça intimidant? Est-ce que vous êtes ouvert? Donc, tout le monde est ouvert à l'activité. Donc, je vais venir vous voir dans 5 minutes pour voir où vous en êtes. Et on va finalement reprendre après 10 minutes. Ici un test de son, 1, 2, 3, un test de son, 1, 2, 3. Est-ce que c'est mieux comme ça? Test de son, 1, 2, 3, test de son, 1, 2, 3. On va parler ici de la souffrance non physique, la souffrance spirituelle, intellectuelle. It's better. Alors maintenant, on va parler de la souffrance interne qui est non physique. On parle souvent d'une souffrance qui peut être émotive, une souffrance qui peut être spirituelle, une souffrance qui peut être psychologique. C'est bon, merci.
I took note, yeah. Thank you. Right? Exactly. Yes. Everyone's just gonna look at me and think that I'm. Yes. Anyway, it was just really awkward. Right? Pressure to school. It's so great that I was almost like choking myself. Probably my eyes started opening. It was trying to hold it. It was an experience. I feel for that. So that's the halfway mark, so about 5 more minutes. Okay. Okay, yeah. Yeah, yeah, that's good to know what that was.
actually, I'm on vacation next week, actually. Yeah. It's the beginning of September, isn't it? Yeah, I know. I get to be up and like working around the clock. So about one more minute and then we'll come back together. Yes, that's exactly what's going to happen. I love it. I love when there's synergy like that. And Patrick, I'm feeling a Donahue vibe. Yeah. He loves it. He even gets down in the dark, you know, like, I used to love that show. I know. Okay, well, thanks so much. Merci beaucoup tout le monde d'avoir fait cela et cette activité. Je me demande si quelqu'un serait intéressé à partager quelle a été l'expérience de parler, de travailler avec des personnes. C'est pas simplement le contenu. Patrick va passer à travers les rangs avec son microphone. Alors cela est une catharsis. Quelqu'un d'autre? Oui, je pensais qu'il y avait une résonance. Lorsque les personnes écoutent, cela se répercute dans les expériences des personnes. La souffrance est une expérience parce que nous sommes tous avec ça, parce que nous connectons à cela, nous comprenons cela. Est-ce que peut-être que quelqu'un d'autre, peut-être une autre expérience? Oui. Pour voir j'étais intéressé à comprendre comment est-ce que chaque personne, les personnes dans de différentes disciplines. Oui, totalement. Et alors que je lisais les questions, et je pensais automatiquement à cause de la question, que les expériences qu'on a eues, quelles étaient les expériences que j'ai eues, et lorsqu'on en parlait, ça c'est une expérience plus positive. Parce que elles peuvent être tenues en même temps. Très bien. Est-ce que quelqu'un d'autre? Je pense on ne peut nier qu'on est toujours touché par la souffrance non physique. Il faudrait vivre cela-ci tout seul et que pour que nous puissions passer tous ensemble. Je pense que
cela n'est pas partagé pour une série de raisons à cause de la travail. Moi, dans ma recherche doctorale, nous avons essayé de partager tout l'impact de la souffrance avec l'équipe parce qu'on avait peur de comment cela pourrait être perçu, cela touchait. Elle était un petit peu plus nouvelle dans l'équipe et on pense aux personnes qui sont en formation et la personne qui les sciences d'être capable de nommer cela parce qu'on a beaucoup de souffrance, on est en contact avec beaucoup de souffrance. Le mot souffrance pour une personne qui est en formation, et même dans mes premières années dans les soins palliatifs, on peut en parler de ça. Est-ce qu'il y a autre chose de votre expérience puisque nous avons un peu plus de temps? L'interprète n'entend pas. C'est pas tellement une question, mais c'est une question c'est de, je ne suis pas sûr que nous pouvons toujours attendre d'avoir un espace bras, solide ou courageux. Je pense que parfois nous devons vivre avec des vulnérabilités et vivre dans une situation où on ne se sent pas sûr, sécure. Alors je ne sais pas si c'est la même. Cela ne, cela ne nous pousse pas toujours. Alors je pense que il peut y avoir aussi une personne psychosociale dans l'équipe. Des personnes en Ontario, il y a des spécialistes, des travailleurs sociaux, mais je suis 100% d'accord que lorsque nous sommes dans une équipe, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors merci beaucoup pour cet engagement. Nous allons passer aux différents conseils et outils pour appuyer la pratique psychosociale et comment la façon d'organiser que j'ai organisé, c'est de présenter 4 thèmes dominants. Les 2 premiers, nous pouvons grandir notre compréhension de la souffrance non physique et nous pouvons comprendre les barrières de la souffrance non physique. Pourquoi? Pour les raisons pour lesquelles c'est les barrières qui empêchent de partager et d'analyser la souffrance non physique et nous pouvons demander au sujet et pour explorer la souffrance. La première question dominante, nous pouvons augmenter notre compréhension de la souffrance non physique. Premièrement, nous avons parlé un petit peu de ce que c'était le premier outil. Nous pouvons considérer comment la souffrance est différente de de souffrance et Alors si vous pouvez faire il y a pas de différence entre la souffrance et le désarroi. Alors c'est une situation intense. La souffrance persiste alors que le désarroi est quelque chose de transitoire. Et au moment, c'était quelque chose que l'on sent sur le moment. Et aussi à cause de
sa durée. Alors, pour qu'une situation devienne une cause de souffrance, cela doit influencer sur la perception du futur. Ce qui est intéressant, c'est que dans les connexions la, on utilise le mot désarroi et parce ils pensaient qu'ils ne peuvent pas. euh, alors, dans votre propre pratique, lorsque vous utilisez le langage du désarroi, et ce qui pourrait être d'utiliser la parole de souffrance, dans votre documentation, dans vos notes, vous utilisez ce mot. Alors, quelle est la racine de souffrance vient du verbe latin, ça veut dire de souffrir, ça veut dire supporter, passer à travers. Alors, le conseil numéro 2, la souffrance non physique des patients consiste à des pertes, des préoccupations et des peurs. La littérature dit que c'est une question, la souffrance non physique, c'est mélangé à plusieurs facettes et il y a les pertes et les préoccupations et la peur. Et cela se manifeste différemment selon les cultures. Et oui, c'est vrai. Et il y a seulement une trentaine d'études, seulement 30 études qui ont été publiées depuis les années 1990. C'est très peu. Et ces études ont eu lieu en Malaisie, Colombie, Canada, les États-Unis. Et à travers toutes ces études, les pertes, le sentiment de perte, les préoccupations et la peur. Alors, quelle sorte de perte on parle? Par exemple, la perte d'indépendance, la perte de contrôle, les changements de l'image physique pour les traitements de la chirurgie, se sentir isolé, solitaire et les personnes qui souffrent de leur propre existence. Les préoccupations, quant aux préoccupations dans toutes ces cultures, c'est dans la géographie, c'est au sujet de la famille et des amis se préoccupent aussi. Comment est-ce que ces personnes vont se débrouiller après qu'ils meurent? Ils imaginent le futur de la famille sans eux. Ils sont préoccupés à voir la famille vivre l'avantage, le développement des stages de la maladie et aussi de causer les préoccupations à leur famille et à leurs amis. Et il y a des changements de la dynamique de la société. Quelles sont les peurs? Peur du futur, l'incertitude, la souffrance future, qu'on est un fardeau, comment va se survenir la mort, que la mort va arriver. Ça, ce sont les peurs. Alors, la prochaine, nous avons une meilleure compréhension des barrières de la souffrance non physique peuvent être partagées et analysées. Conseil numéro 3, nous pouvons comprendre les patients,
ne veuillent pas partager leur souffrance non physique avec nous. Quelles sont ces barrières qui les empêchent? C'est très simple. Il est difficile d'exprimer la souffrance non physique. On a dit comment est-ce qu'ils ne trouvent pas les mots pour exprimer la souffrance non physique. Deuxièmement, les patients peuvent sentir épuisés mentalement et physiquement pour articuler la souffrance, pour expliquer la souffrance non physique. Troisièmement, les patients peuvent minimiser ou ne pas exprimer ou raconter leur souffrance. Ils peuvent être très polis et ils ne veulent pas submerger les personnes avec leur souffrance. Et quatrièmement, les personnes, ils veulent nous protéger de leur souffrance. Et alors ils sont polis, ils ne veulent pas nous... Et les patients peuvent sentir que les cliniciens, les personnes de la santé, le personnel de la santé n'ont pas le temps, ils manquent de temps pour nous écouter, pour les écouter. Alors il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'expérience des patients. Et quatrièmement, conseil 4, selon notre propre expérience, c'est que nous pouvons reconnaître que nous pouvons être refusés. Il y a plusieurs barrières en tant que spécialistes de la santé, nous manquons de temps. Nous avons des tas de dossiers et aussi la pression du temps de la mort. Et les choses changent très rapidement. Nous n'avons pas le temps pour appuyer le patient, la structure et notre rôle, la structure de notre rôle. Je ne veux pas ouvrir un paquet de problèmes et ne pas être capable et ne pas être capable de voir ces patients pendant 3 semaines. Vous savez que il n'y aura pas pendant 3 semaines vous ne pourrez pas le voir. Vous allez notre incapacité de résoudre la souffrance non physique nous empêche d'aller explorer cela. Et la possibilité et aussi le manque de formation, le sentiment que nous ne savons pas comment faire face à la douleur. Alors j'aimerais vous remercier. Je vois que je remercie les interprètes. Laissez-moi vous résumer. Nous comprenons vraiment ce que c'est que l'expérience des patients, de partager avec nous et de pouvoir analyser. Alors, qu'est-ce que cela peut vouloir dire? Je vais suggérer, si nous pouvons analyser spécifiquement la souffrance non physique, ne créez pas créer d'espace pour les explorer. Ça pourrait être mon opinion. Et qu'est-ce que cela veut dire de créer de l'espace?
Bien sûr que toutes les personnes ne veulent pas partager leur souffrance non physique, mais ayez à l'esprit que nous pouvons avoir du temps limité et nous avons peu de temps pour identifier la douleur non physique, euh, la souffrance non physique. Et c'est avec ces idées qui a été par le docteur Cassel, la nature de la souffrance. La seule façon d'apprendre que la souffrance est présente, c'est de poser la question à la personne qui souffre. Nous pouvons demander, est-ce que vous souffrez en ce moment? Et de quelle façon souffrez-vous? Alors les patients ont beaucoup de choses à dire. Nous n'utilisons pas ces mots dans notre pratique. Et le conseil numéro 6, nous pouvons demander spécifiquement au sujet des pertes qu'il y a, des préoccupations et des peurs sont liées à la maladie qui limite la vie et peut-être que de poser la question ne peut pas plaire aux patients. Par exemple, quelles sont les préoccupations que vous avez? Quelle peur avez-vous? Quelle perte vous avez vécue? Et, et alors moi je me rappelle d'un menteur, Murphy, qui est mort il y a quelque temps. Elle m'a appris que lorsque vous posez la question, quelles sont les préoccupations que vous avez, et lorsqu'on leur demande dans leur alors vous êtes déjà en train d'utiliser ce langage, ce type de question. Vous ne vous rendez pas compte de l'expérience que vous avez. Le conseil numéro 7, nous pouvons demander spécifiquement au sujet de la souffrance non physique qui peut vous faire mal ou amplifier le diagnostic de la limitation de votre vie. Est-ce que nous avons des connaissances sur la maladie et cela peut limiter la durée de vie aussi? Et beaucoup de ces souffrances non physiques peuvent être réglées. Nous pouvons potentiellement, si les patients veulent bien l'exprimer, lorsqu'ils parlent de leur douleur, leur trauma, la personne qui le lien, les parents, un des participants a dit que l'accès à des palliatifs, des soins palliatifs a été amplifié. Et historiquement, les parents ont été amplifiés par la connaissance de la maladie. Alors comment cela dans la pratique, il y a d'autres peurs? Quelles sont les autres façons que vous êtes en train de souffrir? De quelle autre façon vous êtes en train de souffrir? Alors, le conseil numéro 7.5, vous pouvez demander un peu plus tôt au début de la maladie, la trajectoire de la maladie. Et là, il y a la question de la mort. Au moment du diagnostic, les participants de ma dissertation ont répété que les limitations n'est pas
il y a moins de temps disponible pour qu'une... Qu'est-ce qui arrive lorsque nous demandons spécifiquement, plutôt lorsque nous utilisons, plutôt dans le parcours de la maladie, qu'est-ce qui peut être révélé, qu'est-ce qui peut être connu? Et le conseil numéro 8, nous pouvons nous asseoir avec les patients et avec les membres de la famille sur la souffrance non physique intrinsèque, ce qui est difficile, dur et qui ne peut être changé. J'ai parlé avec le docteur John Berzoff qui a travaillé sur la souffrance, en repensant sur à la souffrance. Nous avons écrit un travail il y a 6 ou 7 années, repenser la souffrance intrinsèque veut dire qui arrive comme une partie naturelle de quelque chose, intrinsèque reconnaît qu'il y a beaucoup de choses que l'on raconte dans les palliatifs, tous les peurs que nous ne pouvons pas toujours associer. Le concept de souffrance intrinsèque, c'est sur la présence et devenir témoin. Cela inclut la reconnaissance et la normalisation de la souffrance non physique intrinsèque qui ne peut être nécessairement soulagée. La solitude où les personnes... Ça, c'est une des parties difficiles de la mort qui se prépare. On n'est pas sûr que les préoccupations, la peur peut être enlevée complètement. Parce qu'eux-mêmes, ils ont des pressions très fortes sur eux-mêmes pour pouvoir faire face et pour pouvoir résoudre. Ça, c'est une des... Je ne suis pas... Ça, c'est une des parties difficiles de l'acte de mourir. Et s'asseoir... Cela reconnaît que ce n'est pas l'antidote de dominer le discours, le concept de... Ça offre une façon qui nous aide à appuyer les patients et pour aider nos patients de bien comprendre leur propre expérience, pour qu'ils puissent relier leur souffrance à la croissance personnelle. C'est pas un ou l'autre, et c'est pas qu'une intervention psychosociale va vraiment soulager toute souffrance, c'est que les patients et les familles vivent une complexité d'expérience et nous, on peut peut-être les appuyer de tout gérer ceci de façon globale. Finalement, le dernier thème global, on peut avoir des réflexions. C'est quoi la réflexivité? C'est un terme qu'on utilise dans la recherche et dans la pratique sociale, de travailleur social, peut-être dans d'autres disciplines aussi, vous peut-être partager avec moi un peu plus tard. C'est mettre de l'accent sur le comment, où on réfléchit sur qui nous sommes et qui je suis et qui je pense que je suis a effet sur mon travail. Donc, ça peut informer comment on confronte notre travail face à la souffrance non physique. Et ceci a inspiré beaucoup de mes recherches. J'ai fait 2 recherches. Je suis toujours
une nouvelle chercheuse. J'ai parlé avec plusieurs cliniciens. Et chose qui ressort, c'est que notre perception sur la souffrance a un impact sur notre façon d'intervenir au niveau de la souffrance avec nos patients. Et si on réfléchit à Saunders et son concept de la souffrance, et ceci est informé non seulement par le travail de Viktor Frankl, et aussi par sa perspective religieuse et chrétienne sur la souffrance et la mort. Donc, notre perception du monde peut vraiment avoir un grand impact sur notre travail en lien à la souffrance. Donc, le 9e conseil, on peut faire on peut faire une réflexion sur notre impact avec la rencontre avec le patient et comment est-ce que cette rencontre par la suite a un effet sur moi. Donc, il faut réfléchir peut-être à notre propre histoire, à nos expériences personnelles et à savoir comment celle-ci a un impact sur mon travail avec la souffrance non physique et de réfléchir quelles sont peut-être les présomptions que je mène avec moi à l'intérieur de mon travail, que je puisse peut-être communiquer à ce travail. Et comme David Browning a bien dit, un travailleur social américain, et lorsqu'il parlait des praticiens, il dit que nous devons être vraiment conscients de notre propre désir, de comment qu'on conçoit le monde peut contribuer à une certaine douleur supplémentaire chez l'autre. Donc, je vous invite à savoir de réfléchir sur votre approche de comment vous travaillez avec la souffrance non psychologique. Est-ce que ça répond à vos propres besoins? C'est normal si c'est le cas, mais c'est bien de prendre en conscience ceci. Donc, pour être mieux réfléchi, auto-réfléchi, après une rencontre clinique ou après une rencontre humaine avec le patient ou la famille, on peut se demander, est-ce que je me sens impuissant, inadéquat, est-ce que je me sens frustré? Ça, c'est un autre élément clé qui est sorti de ma recherche. C'est-à-dire lorsque les patients ne font pas ce qu'on désire qu'ils fassent ou lorsque nous, on ne peut faire les choses qu'on désire de faire, on est frustré. Donc, est-ce que j'essaie d'empêcher d'interagir dans la souffrance de l'autre par exprès et de réfléchir sur le pourquoi que j'agis ainsi. Et je vous invite donc pour le 10e conseil de réfléchir sur vos propres sentiments de frustration, d'impuissance et de tristesse. Donc tous les sentiments avec lesquels nous vivons. Ça se peut que ça soit des éléments qui contribuent au fait que nous conservons le statu quo à l'égard de notre interaction avec la souffrance non phasique. Donc, possiblement, nos sentiments sur cet égard font en sorte qu'on évite certaines interactions. Et donc, voilà mon résumé. Les 10 outils et conseils. Et je vous remercie pour votre écoute et j'accueille vos questions, vos réflexions et je partagerai mon courriel dans la prochaine diapo. Je pense que tout le monde réfléchit à ta question. Et c'est pas grave ce n'est pas grave si vous n'avez pas de questions. Il nous reste à peu près 20 minutes. Je vous remercie. Avez-vous des commentaires, des points de discussion, d'autres idées, des idées différentes que vous aimeriez? J'accueille le dialogue, la rétroaction de votre part. Si ceci vous a peut-être interpellé, tout est bienvenu. J'ai pas pu tout écouter
Et je suis désolé, je suis Alexander de Baltimore, mais j'ai beaucoup apprécié vos conseils. Mais je me demande, parfois, c'est les mots, nous avons déjà discuté de ceci précédemment, pour les physiciens, pour les praticiens, pour tout le monde, c'est, on n'a pas toujours le bon vocabulaire pour adresser la souffrance non physique. Et je pense que c'est parfois un obstacle qui nous empêche de communiquer entre nous. Alors, une chose, parfois, on peut donner des suggestions de mots parce que souvent, il y a des cliniciens qui me disent qu'ils ne sont pas, ils savent pas comment identifier les types de douleurs. Les patients sont réticents de partager cette information. Donc, on me demande comment peut-on orienter, diriger. Donc, si on leur pose quelles sont vos inquiétudes, est-ce que vous vivez de la souffrance, c'est vraiment d'avoir des questions assez actives. Ça semble peut-être facile, mais c'est peut-être pas toujours facile finalement de faire. Et donc, c'est déjà, ça, c'est des pistes que j'ai trouvées pour aider. Pour ma population de patients, c'est souvent des patients afro-américains qui vivent au centre-ville et qui vivent des pertes multiples et qui ils ont souvent des euh, réactions de PTSD, de traumatisme, post-traumatisme. Et il y a les gens ont beaucoup de couches de protection pour se protéger. Et c'est pourquoi que nous avons des travailleurs sociaux pour nous aider et on vous aime beaucoup. Want to say thank you for doing this work. Je veux prendre le temps de vous remercier pour votre travail. Poursuivez vos efforts. C'est vraiment un travail, un élément fondamental de notre travail que l'on n'adresse pas précisément, qu'on ne comprend pas très bien. Et donc, merci beaucoup vos efforts. Et je vais partager deux autres points. Mon travail, c'est de travailler avec les gens en situation de deuil. Et en tant que conseillère, de thérapeute, j'aimerais bien que la personne qui entoure les gens en deuil serait présent. Donc, je réfléchis à ça au niveau de la souffrance non physique. C'est pas qu'on doit vraiment avoir la solution à tout, mais c'est d'être vraiment présent et peut-être témoin de leur souffrance. Et je pense que c'est un élément très important. Peut-être qu'on n'a pas toutes les solutions et c'est peut-être une bonne chose, mais une chose que l'on peut faire, c'est de vraiment éliminer l'isolation que les gens ressentent pendant leur souffrance. Et un autre point à laquelle j'ai pensé, je pense en tant que nouveau conseiller-conseillère dans mon équipe, on m'envoie souvent à prendre responsabilité de la souffrance d'une autre personne autre que la patient. Et ça arrive souvent dans notre pratique et souvent des membres de notre équipe ont un problème avec un des patients et nous demandent d'aller les aider. Et c'est des choses à lesquelles on doit faire face. Et ça me rappelle finalement dans ma recherche de doctorat que je dois défendre d'ici 3 semaines. Il y a des travailleurs sociaux et où ils me parlent que la souffrance non physique, c'est vraiment leur spécialité. Et c'est que c'est l'attente des gens face au travailleur social. Donc, il y a certaines personnes qui disent que sont pas toujours en mesure de tout réparer. Donc, il faut que aussi je prenne le temps de renforcer. J'ai trouvé que la pression que nous ressentons, on sent une pression de changer le sentiment des autres. Je me souviens qu'il y avait un patient dans la 70 ans et où il me disait que j'ai vraiment beaucoup de misère à accepter ma mort éventuelle et je lui ai dit que oui, je comprends très bien.
et juste lui laisser savoir qu'il ne devait pas cacher ses sentiments, c'était beaucoup. Parfois, on cherche à changer les sentiments des autres, mais souvent, c'est pas nécessaire de changer les sentiments des autres. C'est juste de vraiment peut-être entendre et de connaître ce que les gens vivent, parce que la douleur demeure des fois intrinsèque à notre condition. Une des questions que j'ai, et ceci reflète ma façon de voir les choses, l'interprète n'entend pas tout à fait la question, le micro n'est pas actif. Non. Oui? Oui. Donc là, je peux être plus efficace dans la formulation de ma question. J'ai tendance à associer la souffrance à l'extérieur des soins palliatifs au milieu spirituel. Donc, lorsque je réfléchis à comment adresser la souffrance, surtout la souffrance non physique, je pense que pour moi, c'est le rôle des soignants spirituels. Donc, on doit peut-être réfléchir si nous avons le luxe d'avoir accès aux travailleurs sociaux et des fournisseurs de soins spirituels, comment pouvons-nous déterminer qui est la personne la mieux placée? Et en tant que travailleur social, est-ce que vous avez une relation collaborative avec, y a-t-il une séparation entre les deux? Et comment pouvez-vous aider les gens qui ne sont pas aussi, qui n'ont pas de facilité à gérer la souffrance non physique? Comment on peut faire pour bien l'identifier et ensuite de faire suivre avec les ressources nécessaires? J'ai pas vraiment une réponse parce que je pense que chaque équipe a des circonstances particulières et différentes. Mais une chose que je vois dans mes recherches, c'est que les gens qui ne sont pas des travailleurs sociaux, et j'avais pas moi des gens de la foi dans mon étude, mais les gens qui sont travailleurs sociaux, qui se posent la question si la souffrance non physique fait partie de leur mandat, de leur pratique, je le rencontre dans les moments cliniques. Et souvent, les gens, finalement, donnent le relais à un autre membre de l'équipe. Donc, tout ce que j'ai vraiment à dire, c'est que les différents membres de l'équipe peuvent choisir d'appuyer, et j'espère, je souhaite que mon travail, ce que mon travail pourrait provoquer, c'est d'éviter chacun d'entre nous, peu importe notre discipline, de vraiment vivre le moment lorsque et d'engager finalement l'équipe à ce sujet. Et je pense que les patients souvent vont choisir la personne avec qui ils veulent choisir la souffrance non physique parce que celle-ci transcende toutes nos disciplines finalement. C'est donc très naturel de où les gens cherchent souvent à trouver une autre personne pour gérer la situation et par après, peut-être qu'on pourrait quand même prendre un moment pour réfléchir quelle pourrait être notre contribution dans le moment. Donc, je vous invite à peut-être faire ce type de réflexion. Je sais que je n'ai pas tout à fait répondu à votre question, mais je pense que les travailleurs sociaux et les travailleurs de la foi naviguent la situation de façon différente. Je pense que ça dépend vraiment du moment. Et ça dépend de qui est présent à quel moment. Et si d'autres entre vous ont des expériences à partager, je vous invite à le faire. Bonjour, je suis Sherry de Vancouver, du soin palliatif. Je travaille de près avec les prestations de soins spirituels et je demande finalement le patient de débuter la discussion. Et parfois, les gens me disent, je ne suis pas spirituel, mais souvent, ça peut être un appui additionnel parce que je trouve que les gens dans des travers de la foi sont plutôt dans l'écoute et j'ai eu la chance que pour ma personne,
qu'il y a souvent une communication entre les gens de la foi et parfois c'est très indépendant et c'est des gens qui demandent d'avoir leur prêtre personnel et ce ne relève plus de ma responsabilité. Donc voilà ma petite contribution. Oui, les soins spirituels, c'est aussi important. Y a-t-il d'autres questions? Des commentaires, des rétroactions? Je suis une thérapeute en art créatif, donc on a la chance d'avoir quelques-unes dans nos unités. On fournit des arts créatifs qui peuvent être très spirituels et ce peut surpasser les sentiments d'être religieux ou pas, ou qu'on est spirituel ou pas, parce que c'est tellement énigmatique, on ne peut le toucher. C'est souvent un contenant sécuritaire. Donc, si vous avez accès à des thérapeutes en art créatif qui spécialisent en soins palliatifs, je vous suggère fortement de les embaucher ou de les avoir présents avec vous. Je pense que c'est la responsabilité de tous et toutes de gérer la souffrance, peu importe le rôle que vous occupez. Donc, je pense qu'on peut identifier la souffrance relativement facilement. Je pense qu'on peut comprendre c'est quoi de vivre avec une personne en souffrance. Donc, le père des soins palliatifs, c'est qu'on ne travaille jamais seul et que l'union fait la force. Merci beaucoup pour votre partage et merci à tous nos thérapeutes. J'ai toujours eu un travers de la foi à temps partiel. J'ai toujours apprécié leur participation. On avait beaucoup de thérapie musicale et artistique et c'était des expériences spirituelles aussi. Et donc, ça transcende même le spirituel. Mais oui, absolument. Merci de partager vos expériences. J'aimerais savoir vos pensées à l'égard. On a discuté par rapport sur plusieurs obstacles sur comment adresser la souffrance. Mais je me demande à quel point que notre attitude culturelle et sociale concernant la vulnérabilité, les notions de force sont en jeu dans la volonté du patient de vouloir partager et de nous de vouloir s'impliquer. Et ayant votre expérience en tant que travailleur social, savez-vous ce qui influence peut-être notre réticence de s'engager dans ce type de discussion? Ça serait incroyable si on pouvait renforcer ce genre d'interaction. J'ai pas nécessairement de réponse, mais je suis d'accord avec votre commentaire. Je pense qu'il y a je pense qu'il y a un grand impact sur notre travail par rapport à la souffrance non physique. Je me souviens qu'il y avait une expérience que j'ai vécue où j'avais l'impression que je pouvais juste me permettre un certain montant, niveau d'impact. Sinon, les gens auraient peut-être perçu avoir un problème en moi. Mais c'était la sœur d'une patiente. Une patiente était une sœur à d'autres, des frères et sœurs. À- Ils ont été abandonnés par le système de la santé. Ils sont arrivés au centre palliatif, l'unité, et elle est morte par après. Et j'étais très proche à ma propre sœur. Et lorsque j'ai vu l'injustice du système et la perte d'une sœur, d'une des patients, ça a eu un impact, ça a résonné en moi. Et, mais je me suis dit que je pouvais pas trop me laisser avoir un impact à ce moment-là. Sinon, mon gestionnaire peut-être me verrait comme peut-être pas en mesure de faire mon travail. On n'a pas souvent des espaces qui nous permettent de vraiment avoir ce type de discussion. Et dans mon expérience, malgré tout le respect que je dois aux gestionnaires, mais les équipes souvent ne vont pas parler de l'impact
de la souffrance non physique si les gestionnaires sont présents, si les gestionnaires sont présents. Souvent, les gens ne se sentent pas à l'aise de partager ce qu'ils vivent. Donc, il y a beaucoup de complexité à l'égard de comment on peut se permettre de partager nos sentiments par rapport à la souffrance non physique en milieu de travail. Y a-t-il d'autres réflexions avant que je redonne la parole à Zelda et Patrick? Donc, merci beaucoup pour votre attention et vraiment ma gratitude envers tout le monde. C'était un commentaire intéressant. C'est vrai que les soins de santé peut-être peuvent euh, renforcer la souffrance et parfois on s'attend que les patients partagent la souffrance et nous avons déjà peut-être des présomptions dans notre esprit. Donc c'était vraiment très intéressant votre présentation. Je pense que vos recherches sont vraiment très utiles et je voudrais revenir sur quelques éléments. J'ai des références en français. C'est la souffrance qui exige vraiment une réponse collective. Si le patient le désire bel et bien, il faut toujours réfléchir sur ce que le patient désire. Et souvent, les patients s'inquiètent de la souffrance de leurs membres de la famille. Et donc, on doit établir un peu euh, les, les préoccupations du patient. Donc, on prend une petite pause et on revient à 15 heures.